Tous présentent un rapport à la compréhension qui est également paradoxal, parce qu'avec le haut potentiel, on pourrait imaginer qu'ils percutent et qu'ils comprennent d'emblée, mais ce n'est pas si simple, hein, puisqu'ils ont une conception qui est tellement rigoureuse du langage que certains peuvent prendre que l'interprétation littérale peut les fourvoyer quant à réellement la nature de ce que recouvre le terme. Ils ont un tel besoin de comprendre exactement que parfois, eh bien, ça les pénalise sur une compréhension, je dirais, de bon sens au niveau du discours. Le fonctionnement disattentionnel, donc, parfois leur fait échapper des informations de base parce qu'ils sont pris par d'autres associations d'idées qui fuitent dans leur esprit. Et en plus, il y a un trouble 10, diagnostic type dyslexie, le décodage pose souci. Et là, eh bien, on est sur une amplification des malentendus, des confusions, des réponses à côté, des problèmes également de compréhension, d'une façon générale, avec un questionnement souvent, surtout lorsqu'il y a du 10 associé, du 10 diagnostic associé, où on est davantage sur l'hypothèse d'un profil cognitif plutôt sous-efficient. Spontanément, justement, on est plutôt sur une hypothèse inverse. Et c'est vraiment le bilan cognitif qui permet de faire la différence et de repérer. Ils sont des particularités psychologiques qui sont, comment je pourrais dire, majorées également, en particulier tout ce qui tourne autour de la réactivité sensitive, émotionnelle, affective qui est exacerbée, avec même effectivement peut-être dans certains cas des troubles sensoriels, avec des hyperacousies, de l'hyperkinesthésie, quelque chose en tous les cas au niveau des 5 sens qui est comme chauffé à blanc. Et qui peuvent expliquer aussi les brusques changements d'humeur, d'attitude, voilà, qui les caractérisent. Un petit bobo, ça peut être une douleur insupportable, un aliment un peu chaud et ressenti comme brûlant, avec des aversions violentes sur certains aliments ou des odeurs comme ça qui sont prêts à les faire vomir, alors que bon, ça paraît pas foudroyant comme ça au premier abord quand on est dans le même espace qu'eux. Et donc voilà, l'intensité émotionnelle est décuplée, mais elle recouvre également 2 éléments que j'ai pu distinguer. À la fois un manque de sécurité interne, avec l'idée de l'amortisseur. Ils n'ont pas d'amortisseur entre eux et le réel, et du coup ils se prennent effectivement tous les chocs de plein fouet. Et évidemment, il manque également d'estime d'eux, qui les surexpose à des moments parfois assez cruels. Les conséquences. Donc les conséquences, on est sur une image, comme je disais, surexposée, malmenée, avec une amplification de la réactivité, une intolérance à la frustration, des crises, des troubles du sommeil possibles. Et je voudrais également mettre le focus sur l'entourage de l'enfant qui est soumis au quotidien à un très haut niveau de stress, avec certains parents, et en particulier les mamans, qui passent rarement à un moment ou à un autre à côté d'un épisode d'épuisement. Leur sens critique est acéré, avec un sens inné de la désobéissance, qu'on comprend aisément. Je ne vais pas insister sur ce versant-là. Mais bon, ils sont quand même... d'où l'importance, effectivement, de beaucoup échanger, de beaucoup différer, et d'éviter l'escalade de force dans laquelle ils vous engouffrent très facilement. Donc, très difficile à éduquer. Ils ne sont jamais là où on les attend. Ils sont très insécurisants par rapport à l'entourage. Ils sont impossibles à canaliser. Ils échappent sans cesse au cadre. Et ils génèrent chez l'entourage un fort niveau de frustration. On repère le haut potentiel, mais il n'est jamais mis véritablement en compétence, utilisé. Et effectivement, ça laisse du coup l'entourage dans un sentiment de frustration. À l'origine, donc, également, leur comportement est à l'origine de nombreux conflits autour d'eux, sur des désaccords entre les adultes, sur la conduite éducative à tenir, qui est de toute façon toujours très très complexe. Aucune solution en main. On pense trouver une solution, soit ça génère un nouveau souci, un nouveau problème, soit c'est mis en échec, soit ça déplace le problème. Pour les adultes, autour, c'est un casse-tête.
Ils n'ont également aucun sens de l'effort, qui est relativement problématique dans le cadre des apprentissages. Tout ce qui est répétition, entraînement, routine, ils ont une allergie pour ça. Les contraintes qu'on peut leur imposer ne sont pas supportées non plus. S'ils adhèrent à l'activité, c'est bon. S'ils en sont à l'initiative également. Et puis, globalement, on est tout le temps sur de l'inachevé. Les tâches engagées sont rarement finies. Et associées, lorsqu'il y a un versant hyperactif, très souvent à de l'opposition et un grand évitement des tâches scolaires, surtout lorsqu'on est face à un enfant qui est avec du dysdiagnostic. Alors, on va s'intéresser sur justement cet enfant-là qui présente, j'ai pris l'exemple du haut potentiel complexe, donc dysattentionnel, avec aussi une forme de déficit en lien avec de la dyslexie. Les premiers temps d'apprentissage, c'est là où rapidement on s'aperçoit que quelque chose ne fonctionne pas. En réalité, c'est sur la vignette qui n'apparaît pas, mais en réalité, d'un point de vue structurel, c'est repéré dès le premier mois. C'est-à-dire que ce sont des parents qui sont alertés par un comportement atypique dès l'enfant nouveau-né. Ils scrutent le regard d'une façon inhabituelle, qui interpelle, ou même le premier mois, on n'a pas l'impression d'avoir un nouveau-né en face de soi. Ils ont également une allergie pour la position horizontale. Là, je parle bien des hauts potentiels 10, attentionnels avec hyperactivité. Donc une allergie à la position horizontale, ce qui est relativement gênant quand ils sont nouveau-nés, surtout lors des premiers mois. C'est-à-dire que lorsqu'ils se réveillent, eh bien, il faut systématiquement qu'ils soient en position verticale et que l'adulte les contente leurs besoins d'exploration visuelle en bougeant en permanence. Voilà. Dès qu'on s'arrête, tout de suite, on est face à des pleurs, à un enfant qui gigote, qui n'est pas bien, qui manifeste un inconfort. Les mois suivants, on est face effectivement à un enfant qui en général marche très tôt dans le développement, entre 9 mois et 11 mois. Comme il est tout le temps en mouvement, eh bien, il trouve rapidement le déclenchement pour trouver la marche, pour acquérir la marche. Et ce qui également les caractérise par rapport à un TDAH, je dirais, strict, c'est qu'on n'est pas face obligatoirement à des mises en danger lorsqu'il y a le haut potentiel. C'est-à-dire que même à l'âge de 10, 11 mois, 12 mois, lorsqu'ils se mettent à marcher, ils passent leur temps à explorer de façon anarchique leur environnement, mais on a l'impression qu'ils vont avoir un accident à chaque obstacle, et en réalité, il le repère instantané de façon instinctive. Il repère les marches, il s'arrête juste à temps, plein d'éléments comme ça qui alertent. Ce sont évidemment des enfants pour qui c'est très compliqué de donner à manger, parce que comme ils sont tout le temps en agitation motrice et en exploration motrice, ils ne supportent plus ensuite, lorsqu'ils ont compris comment on faisait pour marcher, ils ne supportent plus ensuite d'être assis, et on arrive à nouveau à acquérir la station assise stabilisée qu'à partir de l'âge de 2 ans, où là ils acceptent effectivement de se poser. Sur le plan du langage, je voudrais faire également un petit focus là-dessus. Lorsqu'on est face à un enfant au potentiel complexe avec simplement du 10 attentionnel, l'apprentissage du langage est extrêmement rapide. Il passe tout de suite, il saute le stade du mot-phrase. Par contre, lorsqu'on est avec le même profil mais associé à du dysdiagnostic, on s'aperçoit que ces enfants-là récupèrent assez difficilement leurs mots. On a tout le temps l'impression qu'ils l'ont au bout de la langue, mais ils n'arrivent pas à le récupérer en mémoire. Et on peut observer aussi des petits bégaiements, des espèces de petits manques du mot qui ne relèvent pas véritablement d'un trouble, en tous les cas à cet âge-là, mais qui après font sens lorsque, arrivés au CP,
eh bien, on repère un diagnostic de dyslexie est ensuite posé. Donc l'apprentissage de la lecture est impacté lorsqu'il y a de la dyslexie, évidemment, pour plusieurs raisons. Donc la pensée qui échappe en permanence avec le versant 10 attentionnel. Leur lecture est arrêtée au milieu des mots. Et puis évidemment la dyslexie qui fait barrage à l'accès, puisqu'il n'y a pas automatisation de la voie de reconnaissance globale, où à chaque fois ils sont toujours obligés d'une façon rigide de repasser par un décodage, par assemblage des sons, et sur lequel également ils utilisent l'accès au sens qui est pour eux en tous les cas une béquille indispensable. On se retrouve très rapidement dans un cercle vicieux avec ces enfants-là. Parce qu'au premier plan, on repère la dyslexie. Ils sont certes un peu remuants, certains, mais ils ne sont pas toujours hyperactifs. Ils peuvent être simplement impulsifs. Mais derrière le versant donc 10 attentionnel, impulsif, hyperactif, eh bien, il y a quand même effectivement des soucis pour se concentrer, qui en retour alimentent la dyslexie, et qui font que l'ensemble des deux tableaux barrent à la fois l'accès aux apprentissages, mais masquent le haut potentiel intellectuel, qui est assez rarement repéré à l'école, comme ça en observation. On peut malgré tout, alors on peut les confondre avec des enfants en difficulté modérée d'apprentissage. C'est souvent ça au niveau du cycle 2, puisqu'ils sont, avec le haut potentiel, ils sont en capacité de compenser. Donc ils ont vraiment tout le tableau de l'enfant en difficulté modérée. Donc bon, je vais peut-être passer sur cette vignette-là. Oui, on me dit qu'on a commencé à prendre du retard en fait. Voilà, donc on va poursuivre. Alors, ce qui est susceptible de mettre sur la piste d'un haut potentiel dysattentionnel avec une dyslexie, là je prends vraiment l'exemple de la dyslexie, c'est ce que j'ai pu observer le plus finement. Ce qui met sur la piste, c'est qu'il interroge, il interpelle les adultes qui n'arrivent pas à le cerner. Il échappe aux attendus. Personne n'arrive à anticiper, à expliquer son irrégularité de résultats et de réponses. Et surtout, il prend tout le temps à contre-pied les attentes. Parfois, il est en capacité, il a compris, il réussit la tâche. On lui redemande le lendemain. À nouveau, ce n'est plus accessible. Et inversement, on ne l'attend pas par rapport à un sujet qui est plus complexe, qui nécessite des compétences d'un niveau supérieur, et c'est lui, par fulgurance, qui trouve la réponse. Donc, un exemple de contraste entre des résultats scolaires qui sont faibles, voire de plus en plus chutés, au fur et à mesure qu'il avance dans le cycle 3, et des réponses spontanées qui sont vraiment atypiques et hors contexte. Donc là, je vous donne des paroles comme ça, recueillies de Clémence, à 7 ans. Est-ce que les hommes préhistoriques étaient tristes lorsque l'un d'eux mourait? Ou alors, également, comment sait-on que les enfants se parlent en eux? Qui rappelle effectivement étrangement les préoccupations de la psychologie cognitive et la théorie de l'esprit dans le livre d'Assington, comment les enfants découvrent la pensée. Si les nombres sont infinis, si ça ne finit pas, ça ne devrait pas commencer. Je sais quelle est la force contre la pesanteur, c'est la force de l'eau. Et puis, à 10 ans, il était capable de se poser des questions du type est-ce qu'un homme qui aurait le pouvoir, est-ce que le pouvoir du temps, de contrôler le temps, est-ce que ce pouvoir-là est un grand pouvoir? C'est quand même assez étonnant. La combinaison au potentiel intellectuel avec 10 associés, 10 diagnostics associés, font qu'on est rapidement dans une spirale infernale avec des paroles très fortes de ces enfants-là. Donc Mathis, 9 ans, qui est voilà, où le potentiel n'a pas encore été repéré, qui est face à des problèmes majeurs d'attention-concentration, qui développe de plus en plus le versant dyslexique. Tu ne comprends pas ce que je vis à l'école, c'est un enfer infini, je suis écrasée. Lorsque le matin j'ai raté, j'ai le goût du raté, et l'après-midi, je n'ai plus envie de travailler.
Bon là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que l'histoire du goût du raté, c'est particulièrement intéressant à entendre, indépendamment de la puissance et de la force de ces propos-là, chargés émotionnellement plus. Et c'est vrai que le goût du raté met bien en évidence l'imbrication qu'il y a entre les fonctions cognitives et tout le versant émotionnel, qui chez ces enfants-là est intimement intriqué. Alors, pour s'inscrire dans un cercle vertueux, la première chose déjà, c'est de comprendre le profil évidemment de cet enfant-là qui est totalement atypique pour pouvoir mettre des mots, pour pouvoir mettre du sens. Et ça va effectivement lui permettre aussi d'éviter de se retrouver face à une image de lui-même totalement écroulée, dans la mesure où le versant haut potentiel pourra être mis en avant. Sur le plan plus pédagogique, on s'aperçoit que c'est seulement le niveau interprétatif du discours qui fait sens. Dès qu'on est sur un discours descriptif, on les perd. Donc un enseignant qui se cantonne à décrire un cours, bon voilà, autant dire qu'aucune lumière ne s'allumera à aucun étage. Par contre, dès qu'on fait du lien, dès qu'on y met du sens, l'interprétatif est sollicité et la pensée se met en route. Il faut évidemment viser les opérations cognitives de haut niveau et les valoriser. Éveiller, nourrir la curiosité, utiliser son sens critique et puis l'aider à apprendre à argumenter. D'une façon, parce qu'ils argumentent spontanément, mais quand on est dans un cadre où il y a une demande d'argumentation, là, par contre, on les perd. Voilà, leur apporter en tous les cas des supports, des aides pour argumenter d'une façon plus structurée leur discours. Valoriser donc les réponses personnelles et créatives pour qu'ils se sentent réussir et progresser. Sinon, on est dans le cercle infernal. Les adaptations... Peut-être le voir après, ça. Ça, on le verra, ça sera visionné après. Pareil pour les distracteurs, essayer de les limiter quand il y a du diagnostic associé, alors qu'il faut plutôt être sur de la double tâche avec les autres, comme je l'ai développé précédemment. Sur le plan donc du parcours orthophonique, pour l'enfant toujours avec une dyslexie associée, évidemment la prise en charge ne pourra porter ses fruits. Elle est indispensable, mais elle ne peut porter ses fruits que si les capacités d'attention-concentration sont restaurées. Sinon, c'est un peu comme un puits sans fond. Et certains peuvent présenter une dyslexie secondaire qui est purement symptomatique, qui renvoie en réalité à un problème attentionnel, avec un dysattentionnel qui brouille les pistes, lorsque il est éventuellement, lorsqu'il y a une hyperactivité qui est aussi au premier plan, et lorsqu'il y a un accompagnement médicamenteux par un pédopsychiatre ou une neuropédiatre ou un neuropédiatre, eh bien la molécule, le méthylphénidate, fait que si elle correspond à la bonne indication, lève la dyslexie secondaire. Sur le plan psychologique, bon, voilà, l'importance effectivement de repérer ces écarts significatifs entre les aptitudes et les compétences cognitives. Et lorsque l'écart est énorme, parfois ça peut arriver jusqu'à 50-60 points d'écart entre deux indices. Là, évidemment, l'hypothèse d'un trouble des apprentissages est à investiguer. Là, je voudrais également mettre l'accent sur le risque qu'on peut avoir à se focaliser strictement sur l'hétérogénéité du QI et passer à la trappe tout ce qui relève effectivement du haut potentiel intellectuel qui de toute façon ne sera pas classique puisqu'on ne peut pas faire la moyenne et les 130 de QI ne sont pas atteints. Mais on peut avoir du 140, du 150 en verbal, voire même lorsqu'il y a énormément de 10 qui impactent la capacité intellectuelle, qui l'empêchent être autour de 120, mais présenter vraiment toutes les caractéristiques cliniques du haut potentiel intellectuel complexe, comme décrit précédemment.
D'où l'importance effectivement d'avoir des personnes qui sont initiées et qui ont ce regard d'expert sur ces profils-là atypiques. Pareil, au niveau je voudrais également attirer l'attention sur la prise de médicaments. Lors de la phase d'ajustement, lorsqu'on est face à un enfant haut potentiel, avec du dysattentionnel et hyperactivité, il ne réagira pas à la molécule de la même façon qu'un enfant strictement TDAH. Et les effets secondaires, en tous les cas, peuvent être très importants. Et parfois aboutir, dans certains cas, à une impasse thérapeutique, puisque le psychostimulant agit sur un cerveau qui est déjà en ébullition, et le corps, dans un premier temps, amortit assez difficilement la molécule. Il faut vraiment que ça puisse être augmenté de façon très, très progressive pour que on récupère les bénéfices ensuite, lorsqu'on arrive à dépasser cette phase d'ajustement, de départ. Et lorsqu'effectivement la molécule est acceptée par le corps, on a des bénéfices non négligeables, voire essentiels, en termes en tous les cas de régulation comportementale, d'efficacité scolaire qui est du jour au lendemain, même à l'intérieur même de la journée, mais également en termes de prise en charge des autres accompagnants, type orthophonie, psychologue, remédiation cognitive, où effectivement après, je pense que dans un troisième temps, la molécule du coup peut être probablement abandonnée. Évidemment, le monde n'est jamais simple, et du coup on a l'apparition et l'augmentation d'autres inconvénients, en particulier leur rapport à l'alimentation qui est encore plus compliqué, dans la mesure où ce médicament-là, le méthylphénidate, cette molécule-là, eh bien, coupe l'appétit. Bon, on se retrouve encore avec d'autres soucis par rapport à la prise de poids et à la courbe de croissance. Et puis le sommeil qui est également très malmené, puisque spontanément, ils ont quand même un peu des difficultés à s'endormir. Ce psychostimulant-là perturbe l'arrivée du train du sommeil le soir. Et assez fréquemment, on peut sortir de l'impasse avec simplement de la mélatonine qui permet de restaurer l'accès comme ça au sommeil en début de nuit. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.